Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Cela faisait 8 longues années qu'il vivait dans un isolement complet, n'échangeant des paroles qu'avec ses chevaux et le vent sifflant, mais lorsque 10 femmes apaches apparurent à son portail par une nuit d'orage, implorant l'asile, Tobias Redmond allait devoir affronter le choix le plus difficile de son existence car les hommes qui les traquaient étaient déjà si proches qu'il pouvait sentir la fumée s'échappant de sa cheminée. La pluie s'abattait contre les volets en bois tels des balles de fusil, chaque goutte rappelant pourquoi les honnêtes gens restaient à l'abri lorsque la nature devenait violente, et Tobias était assis près de l'âtre, réparant une bride qui avait connu des jours meilleurs, lorsque les coups commencèrent à résonner. Ce n'était pas le toquement poli d'un voisin, c'était un bruit urgent, désespéré, le son de gens qui n'avaient nulle part ailleurs où aller, alors il se figea, le cuir encore dans ses mains, car personne ne venait à son ranch, plus maintenant, pas depuis qu'il avait clairement fait comprendre que Tobias Redmond ne voulait rien avoir à faire avec le monde au-delà de sa clôture. Les coups reprirent, plus fort cette fois, accompagnés de voix parlant une langue qu'il reconnaissait mais n'avait pas entendue depuis des années, de l'Apache, et son sang se glaça car la dernière fois qu'il avait entendu cette langue, sa femme et sa fille respiraient encore, la dernière fois que des étrangers étaient venus à sa porte dans la nuit, il avait enterré tout ce qu'il aimait au matin. Sa main se dirigea instinctivement vers la carabine montée au-dessus du manteau de la cheminée, une mémoire musculaire des nuits où le sommeil ne venait que d'un œil, mais quelque chose l'arrêta, peut-être le ton des voix, non pas des cris de guerre ou des exigences, mais quelque chose qui ressemblait presque à une supplique, ou peut-être était-ce la façon dont le vent portait leurs mots, brisés et désespérés, ou peut-être la réalisation que les guerriers ne s'annonçaient généralement pas en frappant. Il s'approcha de la lourde porte en chêne, chaque pas mesuré et prudent, et à travers le bois épais, il pouvait les entendre plus clairement maintenant, des voix de femmes parlant à voix basse et urgente, jusqu'à ce qu'une voix s'élève au-dessus des autres, parlant anglais avec un accent qui rendait chaque mot aussi dur que s'il avait été taillé dans la pierre, disant s'il vous plaît, nous savons que vous êtes là, nous avons besoin d'un abri juste pour ce soir. Tobias pressa sa paume contre la porte, sentant la vibration de leur voix à travers le bois, car 8 années de solitude lui avaient appris à faire confiance à son instinct, et en ce moment, chaque instinct hurlait au danger, non pas venant des femmes elles-mêmes, mais de ce qui les avait poussées à sa porte au milieu d'une tempête qui pouvait tuer un homme en quelques minutes. Il pensa à Sarah, à la façon dont elle le grondait pour sa méfiance envers les étrangers, comment elle disait que la bonté était la seule chose qui les séparait des animaux, mais Sarah était morte, et la bonté était morte avec elle un matin où il avait fait confiance aux mauvaises personnes. La voix revint, plus proche de la porte maintenant, comme si l'oratrice avait pressé son visage contre le bois, disant qu'ils arrivaient et que s'il ne les aidait pas, elle mourrait dehors, et quand ils trouveraient leur corps à son portail, ils mourraient aussi. La main de Tobias plana au-dessus de la barre de fer qui sécurisait sa porte, car en 8 ans, il ne l'avait jamais retirée pour personne, mais quelque chose dans cette voix, une certitude qui lui noua l'estomac, lui dit que ce soir, tout allait changer, car quelque part dans l'obscurité au-delà de son ranch, des cavaliers se rapprochaient, et une fois arrivés, il n'y aurait pas de retour à la vie qu'il avait construite dans l'ombre. La barre de fer semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être, et lorsque Tobias la souleva enfin de ses supports, 8 années de rouille et de peur semblèrent lutter contre sa décision, mais le désespoir dans la voix de cette femme avait traversé ses défenses comme une lame à travers du papier. La porte grinça en s'ouvrant, révélant une vision qui le hanterait pour le reste de sa vie. 10 femmes apaches se tenaient blotties contre son porche, leurs robes traditionnelles déchirées et boueuses, certaines portant des blessures qui peignaient des taches sombres sur le tissu humide, la plus jeune n'ayant pas plus de 16 ans, serrant un paquet qui bougeait légèrement, un bébé respirant à peine dans le froid, tandis que la plus âgée avait des fils d'argent dans ses cheveux noirs et des yeux qui avaient vu trop de morts. Mais ce fut la femme qui avait parlé à travers la porte qui capta son attention, se tenant légèrement à l'écart des autres, le menton levé malgré l'épuisement gravé dans chaque ligne de son visage, du sang coulant d'une coupure au-dessus de son œil gauche et sa robe déchirée à l'épaule, mais son regard soutint le sien sans faiblir. « Je suis Ayana, dit-elle, son anglais prudent mais clair, voici mes sœurs, mes filles, mon peuple, nous courons depuis 3 jours. » Tobias ouvrit la bouche pour parler, puis la referma, car les questions se bousculaient dans son esprit, d'où elles venaient, pourquoi elles étaient seules, quel genre d'homme les poursuivait, mais la vue des lèvres pâles du bébé arrêta ses mots, car certaines choses importaient plus que les réponses. « Entrez » s'entendit-il dire, reculant de l'embrasure de la porte, et rapidement, elles se déplacèrent comme des ombres, défilant devant lui vers la chaleur de sa pièce principale. Tobias avait
quand ils ont brûlé notre village et tué nos hommes. Le bébé dans les bras de la jeune femme émit un faible son, et la mâchoire d'Ayana se serra, ajoutant que c'était aussi parce qu'un de leurs officiers ne verrait pas le matin si elle vivait pour raconter ce qu'il avait fait à sa plus jeune sœur. Tobias sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Il avait connu des soldats comme ça, des hommes qui portaient des uniformes mais avaient oublié ce que l'honneur signifiait, des hommes qui prenaient ce qu'ils voulaient et tuaient quiconque pourrait en parler plus tard. « Combien arrivent » demanda-t-il. « 8, peut-être 10, répondit-elle, mené par un capitaine nommé Morrison. Il chasse les villages apaches depuis des mois, prétendant que nous sommes hostiles, mais son véritable ennemi est quiconque pourrait rapporter quel genre d'homme il est vraiment. » Tobias se dirigea vers la fenêtre, scrutant à travers un interstice dans les volets l'obscurité fouettée par la tempête au-delà de sa clôture. Rien ne bougeait de ce qu'il pouvait voir, mais cela ne signifiait pas grand-chose. Les tueurs professionnels savaient comment se déplacer sans être vus, surtout quand ils pensaient que leur proie était piégée. Il se tourna vers les femmes qui étaient maintenant regroupées près de sa cheminée, certaines soignant des blessures tandis que d'autres réconfortaient la plus jeune d'entre elles. Elles ressemblaient à des survivantes, pas à des guerrières, mais il avait appris il y a longtemps que la survie exigeait parfois qu'un homme devienne quelque chose qu'il n'avait jamais prévu d'être. « Il y a une cave sous la cuisine, » dit-il à Ayana, « mur en pierre, entrée cachée, elle pourrait toutes vous contenir, mais ce sera étroit. » Mais elle secoua la tête lentement, disant que s'il cherchait et les trouvait, il mourrait avec elle, mais s'il trouvait une maison vide avec des signes que des gens étaient passés, il pourrait croire qu'il n'était pas impliqué. Nous ne ferons pas de vous un ennemi de l'armée des États-Unis. Tobias faillit rire. 8 ans trop tard pour cette conversation, madame, je suis devenu leur ennemi le jour où j'ai décidé de vivre au-delà de ce qu'ils ont fait à ma famille. La seule question maintenant est de savoir si nous courons ou si nous leur faisons payer pour être venus ici. Quelque chose vacilla dans les yeux d'Ayana, surprise, reconnaissance, peut-être même espoir, tandis qu'à l'extérieur la tempête commençait à faiblir, et avec elle, la couverture qui les avait protégés jusqu'ici, car au loin, à peine audible au-dessus du vent mourant, vint le bruit de chevaux se déplaçant dans la boue et les voix basses d'hommes qui pensaient avoir leur proie coincée. Le bruit des chevaux en approche coupa à travers la tempête comme une sentence de mort, et Tobias bougea avec l'efficacité d'un homme qui avait survécu en pensant 3 coups à l'avance, saisissant sa carabine et une boîte de munitions dans le placard, mais alors qu'il se retournait vers les femmes, il vit quelque chose qui l'arrêta net. Ayana n'était plus la réfugiée désespérée qui avait supplié à sa porte, elle se tenait différemment maintenant, sa posture droite et impérieuse, et dans ses mains se trouvait un couteau qui brillait de plus que la simple lumière du feu, et les autres femmes s'étaient transformées aussi, certaines serrant des armes qu'elles avaient cachées sous leurs robes déchirées, d'autres se positionnant avec l'aisance exercée de gens qui avaient combattu auparavant. « Vous n'êtes pas sans défense, » dit Tobias, la compréhension l'inondant. « Nous ne l'avons jamais été, » répondit Ayana, sa voix portant une dureté qui correspondait à l'acier de sa prise, « mais parfois il vaut mieux laisser les hommes penser ce qu'ils souhaitent penser. Le capitaine Morrison croit qu'il chasse des femmes effrayées qui vont se recroqueviller et supplier, il est sur le point d'apprendre le contraire. » La plus jeune femme avec le bébé se dirigea vers l'arrière de la maison sans qu'on le lui dise, et 2 autres la suivirent. Elle savait ce qu'elle faisait, avait prévu ce moment, et Tobias réalisa qu'il n'abritait pas des réfugiés sans défense, il hébergeait des guerrières qui jouaient un jeu plus long qu'il ne l'avait compris. « Combien d'hommes avez-vous tués » demanda-t-il directement à Ayana, ses yeux sombres rencontrant les siens sans honte. Assez pour savoir que les soldats de Morrison ne sont pas les premiers à sous-estimer les femmes apaches, ils ne seront pas les derniers, mais ils pourraient être les plus surpris. Dehors, les voix devinrent plus claires, des hommes s'appelant à travers la pluie, coordonnant leur approche. Tobias pouvait distinguer au moins 6 voix distinctes, peut-être plus, des soldats professionnels, mais opérant dans un territoire qu'ils ne comprenaient pas, chassant une proie qu'ils avaient complètement mal jugée. « La cave, » dit encore Tobias, mais Ayana secoua la tête. « Nous courons maintenant et ils nous suivent pour toujours, nous nous cachons et ils cherchent jusqu'à ce qu'ils nous trouvent, mais si nous finissons cela ici ce soir, la chasse s'arrête. » Tobias ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis 8 ans, la clarté froide qui venait avant la violence lorsque la survie dépouillait tout sauf ce qui devait être fait. Ces femmes n'étaient pas venues à son ranch par accident, elles avaient choisi ce terrain, cette nuit, cette tempête, elles avaient amené leur guerre à son seuil parce qu'elles savaient exactement quel genre d'homme il était autrefois. « De quoi avez-vous besoin de ma part ?» demanda-t-il, et le sourire d'Ayana fut aussi tranchant que sa lame. Le capitaine Morrison s'attend à trouver des femmes sans défense, au lieu de cela, il nous trouvera, mais quand ces hommes verront un rancher blanc se battre aux côtés des Apaches, ils hésiteront, et cette hésitation leur coûtera tout. Un cheval hennit près de la maison et des bottes lourdes éclaboussèrent la boue dehors. Quelqu'un se déplaçait autour du bâtiment, vérifiant les sorties, planifiant leur assaut. Dans quelques minutes, ils seraient à l'intérieur s'attendant à trouver des victimes recroquevillées. Tobias vérifia sa carabine,
s'assurant qu'une balle était chambrée, la voix de Sarah chuchotait dans sa mémoire, lui rappelant que la bonté était ce qui les séparait des animaux, mais la bonté, apprenait-il, portait parfois le visage de la violence quand c'était la seule chose qui se dressait entre l'innocence et le mal. Il y a autre chose, dit Ayana doucement, quand tout cela sera fini, si nous survivons, vous ne pourrez pas rester ici, la mort de Morrison amènera des questions, des enquêtes, ils viendront chercher des réponses. Tobias hocha la tête, il avait su cela au moment où il avait ouvert sa porte, 8 années de paix se terminaient ce soir, mais peut-être était-ce ainsi que cela devait être, peut-être que certains hommes n'étaient pas faits pour se cacher du monde pour toujours. Dehors, une voix retentit à travers la tempête, autoritaire, arrogante, certaine de la victoire, « Je sais que vous êtes là-dedans, sortez maintenant et nous ferons vite », le capitaine Morrison était arrivé, et il était sur le point de découvrir que certaines chasses finissent avec le chasseur devenant la proie. Tobias se positionna à la fenêtre avant tandis qu'Ayana et 3 autres femmes se dispersaient dans la pièce principale, invisibles dans les ombres projetées par le feu mourant, les femmes restantes s'étaient fondues dans l'arrière de la maison, créant de multiples lignes de défense qui confondraient tout assaut, ce n'étaient pas des réfugiés désespérés, elles étaient un groupe de guerre coordonné qui planifiait cette confrontation depuis des jours. Ranchez, la voix de Morrison tonna à nouveau, nous traquons des fugitives dangereuses, ouvrez cette porte où nous supposerons que vous hébergez des ennemis des États-Unis. À travers les volets, Tobias pouvait voir des formes bouger dans l'obscurité, des soldats se déployant autour de sa maison, prenant des positions qui empêcheraient la fuite, tactique militaire standard, mais ils opéraient sous de fausses hypothèses, ils pensaient encercler une cabane pleine de femmes effrayées et peut-être un rancher sympathique. Ayana apparut à ses côtés, se déplaçant si silencieusement qu'il ne l'avait pas entendu approcher, celui près de la grange, chuchota-t-elle, c'est le sergent Blake, il était là quand ils ont tué mon mari, celui près de votre puits, c'est le caporal, il a tenu ma sœur pendant que Morrison, elle ne finit pas la phrase, elle n'en avait pas besoin. Tobias sentit quelque chose de sombre et familier monter dans sa poitrine, la même rage froide qu'il avait soutenue à travers 8 années d'isolement, ce n'étaient plus des soldats, c'étaient des prédateurs en uniforme, et les prédateurs ne comprenaient qu'un seul langage. « Comment voulez-vous procéder » demanda-t-il, Morrison passera par la porte d'entrée, il le fait toujours, il veut voir la peur dans les yeux de ses victimes, ces hommes viendront par l'arrière et les côtés, mais ils s'attendent à trouver des femmes trop effrayées pour se battre et un rancher trop effrayé pour résister. Elle lui tendit quelque chose, un petit miroir poli pour briller, quand vous verrez le signal, prenez Morrison, nous nous occupons du reste. Tobias était sur le point de demander quel signal lorsqu'une nouvelle voix coupa à travers la tempête, jeune, incertaine, rien à voir avec les ordres durs qu'ils entendaient, « Capitaine, monsieur, peut-être devrions-nous juste fouiller l'endroit et continuer, ça pourrait être juste un vieux rancher attendant la fin de la tempête. » Le rire de Morrison fut laid, « Soldat Wilson, ces traces menaient droit à cette porte, 10 femmes se déplaçant vite, saignant à au moins 3 endroits, elles sont là-dedans, et quiconque assez stupide pour les aider aussi, nous faisons cela selon le manuel, mon manuel. » Tobias entendit le bruit incomparable des fusils qu'on armait, des sécurités qu'on enlevait, quoi qu'il fût sur le point d'arriver, cela arrivait maintenant. Si vous étiez Tobias, que feriez-vous? Ouvrir la porte et essayer de négocier avec des hommes qui avaient déjà décidé de tuer tout le monde à l'intérieur ou faire confiance à ces femmes apaches qui avaient transformé son sanctuaire en champ de bataille? Dites-le-moi dans les commentaires, j'ai besoin de savoir quel camp vous choisissez, car ce que Tobias décida ensuite déterminerait si la justice ou le meurtre régnerait cette nuit. Il fit son choix, la porte d'entrée explosa vers l'intérieur alors que Morrison l'enfonçait d'un coup de pied, son fusil levé et prêt, mais au lieu de trouver des femmes recroquevillées, il se retrouva à fixer le canon de la Winchester de Tobias, et pendant une fraction de seconde, la confusion traversa le visage du capitaine, ce n'était pas ainsi que cela devait se passer. Cette seconde d'hésitation fut tout ce dont Ayana avait besoin, le miroir flasha dans la lumière du feu, reflétant un signal vers des positions dans toute la maison, la tempête qui avait caché l'approche des soldats étouffait maintenant les bruits de ce qui suivit, le murmure des lames trouvant leur cible, les grognements étouffés d'hommes qui mouraient avant de pouvoir crier, les bruits humides de la justice servis avec l'acier apache. Les yeux de Morrison s'écarquillèrent alors qu'il comprenait qu'il était tombé dans un piège, mais la compréhension vint trop tard, le doigt de Tobias se resserra sur la gâchette, mais avant qu'il ne puisse tirer, Ayana apparut derrière le capitaine comme une ombre ayant pris forme, « C'est pour ma sœur » chuchota-t-elle à l'oreille de Morrison, sa lame glissant entre ses côtes avec une précision chirurgicale. Morrison lâcha son fusil, ses mains agrippant la blessure, mais Ayana n'avait pas fini, elle voulait qu'il voie son visage, qu'il sache qui lui avait apporté la justice, et ceci est pour chaque femme que vous pensiez trop faible pour riposter, mais alors que Morrison tombait, un nouveau son les atteignit à travers la tempête, plus de chevaux, plus de voix, Morrison n'était pas venu seul après tout,
quelque part dans l'obscurité, des renforts approchaient, et la vraie bataille ne faisait que commencer. Le bruit des renforts en approche glaça le sang de Tobias. À travers l'embrasure brisée, il pouvait voir les flammes des torchers danser dans l'obscurité, au moins une douzaine de cavaliers, peut-être plus. Morrison avait été l'avant-garde, pas la force principale, la véritable armée arrivait juste. Ayanna retira sa lame de la poitrine de Morrison, son visage sombre alors qu'elle assimilait ce qu'ils entendaient. Autour de la maison, ces femmes apparurent des ombres comme des fantômes, chacune confirmant ce que Tobias savait déjà, l'escouade originale de Morrison était morte, mais leur victoire avait duré exactement 30 secondes. Combien ? Demanda Ayanna à la femme qui se matérialisa à ses côtés. 15 cavaliers, peut-être 20, ils ont entendu le coup de feu, ils savent que quelque chose a mal tourné. Tobias sentit le poids familier des choix impossibles s'installer sur ses épaules, se battre et mourir ou se rendre et mourir plus lentement, mais en regardant ces femmes qui avaient transformé son sanctuaire en champ de bataille, il réalisa qu'il pourrait y avoir une troisième option, une qui exigeait qu'il redevienne l'homme qu'il était avant que le chagrin ne le transforme en ermite. Le barrage, dit-il rapidement, pas pour se cacher, pour survivre à ce qui vient ensuite. Ayanna secoua la tête, nous ne pouvons pas fuir devant autant d'hommes, ils nous chasseront à travers 3 territoires. Nous ne courons pas, répondit Tobias, se dirigeant vers une armoire qu'il n'avait pas ouverte depuis 8 ans. À l'intérieur, enveloppé dans du tissu huilé, se trouvaient des choses qu'il avait espéré ne jamais toucher à nouveau, de la dynamite, des mèches, les outils d'un homme qui avait autrefois démoli des flancs de montagne pour construire des chemins de fer, et plus tard d'autres choses quand la guerre l'avait exigé. Mon ranch est sur une colline, expliqua-t-il, ses mains travaillant automatiquement pour préparer les charges, le drainage naturel descend des 2 côtés, quand les inondations de printemps arrivent, toute cette eau doit aller quelque part. La compréhension apparut dans les yeux d'Ayanna, le barrage, Tobias hocha la tête, je l'ai construit pour contrôler les inondations, mais si on le fait sauter pendant une tempête comme celle-ci, il fit un geste vers les torchers qui approchaient, cette vallée se remplit de 3 mètres d'eau en quelques minutes, quiconque ait pris là-bas meurt, finit Ayanna. Mais nous détruirions votre maison, votre terre. Tobias regarda autour de la cabane qui avait été sa prison pendant 8 ans, puis le corps de Morrison refroidissant sur son sol. Le foyer n'était plus un lieu, c'était un choix, et son choix était de s'assurer que ces femmes vivent pour voir le matin. Certaines choses comptent plus que la propriété, dit-il, faisant écho aux mots que Sarah avait l'habitude de prononcer quand il s'attachait trop aux choses matérielles. Dehors, les voix se rapprochaient, des ordres étaient criés, des positions prises. Quelqu'un avait trouvé le corps de Morrison maintenant, vu le sang, compris que leur cible facile était devenue quelque chose d'entièrement différent. La plus jeune femme apparut avec le bébé, qui avait d'une manière ou d'une autre dormi à travers la violence, mais maintenant l'enfant était éveillé, les yeux sombres grands ouverts et alertes comme s'il sentait la tension qui remplissait l'air. Le lieutenant Morrison est mort, une voix beugla de l'extérieur, rendez-vous maintenant ou nous vous brûlons. Ayanna regarda Tobias, son expression illisible, si nous faisons cela, il n'y a pas de retour en arrière, vous serez un homme recherché pour le reste de votre vie. Tobias épaula sa carabine et ramassa les charges préparées. Madame, je suis un homme mort depuis 8 ans, ce soir, je choisis de vivre à nouveau. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir par l'entrée arrière, un nouveau son les arrêta net, le cri d'un bébé, pas celui dans leurs bras, mais un autre quelque part dehors dans la tempête. L'un des soldats avait amené un enfant avec lui, parce que parfois les pires monstres se cachent derrière les boucliers les plus innocents, et les choix les plus difficiles sont ceux qui testent jusqu'où un homme ira pour sauver les gens qui comptent le plus. Le cri de ce bébé lointain changea tout. Tobias se figea à mi-chemin de la porte arrière, la dynamite semblant soudainement peser comme du plomb dans ses mains. À travers l'entrée avant brisée, la lumière des torchers vacillait sur le corps de Morrison, et quelque part au-delà de cette lumière, un enfant innocent était pris au milieu d'une guerre qui n'avait rien à voir avec lui. Ayanna attrapa son bras, sa poigne forte comme du fer. Cela pourrait être une ruse, les soldats ont déjà utilisé de telles choses, mais Tobias secoua la tête, il avait entendu trop de vrais pleurs dans sa vie pour se tromper sur la terreur authentique dans cette petite voix. Quelqu'un dehors, probablement l'un des hommes de Morrison, avait amené son propre enfant sur ce qu'ils avaient prévu être une simple mission de meurtre, et maintenant cet enfant était sur le point de payer pour les péchés de son père. Nous ne pouvons pas faire sauter le barrage, dit-il calmement, pas avec un bébé là-bas, alors nous mourrons tous, siffla l'une des autres femmes, la vie de ma fille compte autant que celle-là. Elle avait raison, et Tobias le savait, mais certaines lignes une fois franchies changeaient un homme pour toujours. Il marchait sur le bord de cette ligne depuis 8 ans, et ce soir il reculait ou tombait complètement. Il y a un autre moyen, dit-il en posant les explosifs, plus dur, plus dangereux, mais cela garde tout le monde en vie. Les yeux d'Ayanna se plissèrent, dites-moi. Nous leur faisons croire que nous sommes piégés,
rendez-les trop confiants, ils enverront des hommes pour nous débusquer pendant que le reste en arrière avec les chevaux, et il fit une pause, et quiconque a amené ce bébé, cela nous laisse en infériorité numérique de 3 contre 1. Dans un combat loyal, oui, mais ce ne sera pas loyal. Tobias se dirigea vers une autre armoire, celle-ci contenant des objets qui parlaient d'un autre type de guerre, des chausses-trappes, pointes de fer conçues pour estropier les chevaux, des fils de détente qui pouvaient briser le cou d'un homme dans l'obscurité, des pièges à ours qui n'avaient jamais vu un ours mais avaient goûté à la chair humaine pendant la guerre. Il y a 8 ans, j'ai transformé cet endroit en forteresse parce que j'avais peur de mourir. Ce soir, nous allons utiliser ces défenses pour nous assurer que d'autres personnes vivent. Dehors, les voix s'organisaient, quelqu'un prenait le commandement, probablement le second de Morrison, des ordres étaient donnés, des positions assignées, ils avaient le nombre et l'entraînement, mais ils opéraient dans le noir sur un terrain que Tobias connaissait comme les battements de son propre cœur. Comment les divisons-nous ? Demanda Ayanna. Nous leur donnons ce qu'ils attendent, une dernière résistance, barricadez l'avant, faites du bruit, faites-leur croire que nous sommes coincés et désespérés, la moitié de leur force viendra pour nous, l'autre moitié restera en arrière pour sécuriser la route de retraite, et alors Tobias sourit, et ce n'était pas une expression plaisante, alors nous leur montrons la différence entre chasser des femmes effrayées et combattre des gens qui n'ont plus rien à perdre. Le plan était simple, brutal et complètement fou. Ayanna et 4 femmes créeraient une distraction à l'avant de la maison, faisant assez de bruit pour attirer l'équipe d'assaut. Pendant ce temps, Tobias et les femmes restantes contourneraient par un terrain que seul lui connaissait, ciblant la force de réserve et espérant mettre ce bébé en sécurité. Si cela tourne mal, dit Ayanna alors qu'elle se préparait à se séparer, la mort de Morrison ne signifiera rien, ils nous peindront comme des meurtrières sauvages et utiliseront nos corps pour justifier 10 autres raids, et si nous ne faisons rien, répondit Tobias, ce bébé dehors meurt pour les crimes de son père, et vous mourrez toutes pour le crime de vouloir vivre, parfois le seul choix est entre le mauvais et le pire. Si vous appréciez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne. Le cri du bébé revint, plus faible maintenant, et Tobias sentit le temps glisser comme de l'eau entre ses doigts, chaque seconde qu'il retardait était une autre seconde plus proche de la mort d'un enfant, un autre moment qui le hanterait s'il survivait à cette nuit. Bougez, chuchota-t-il. Alors qu'Ayanna et son équipe prenaient position à l'avant de la maison, Tobias mena les autres dans la tempête par sa porte arrière. La pluie était plus légère maintenant, mais le sol était traître, et une erreur alerterait les soldats de leur manœuvre de flanc, mais alors qu'ils rampaient dans l'obscurité vers le bruit des chevaux et des voix étouffées, Tobias réalisa qu'il avait fait une erreur critique de jugement, le bébé n'était pas avec la force de réserve, il était beaucoup plus proche de la maison, quelque part entre les deux groupes, ce qui signifiait que sauver l'enfant exigerait de marcher directement dans les tirs croisés. Les pleurs du bébé venaient d'un chariot positionné entre la maison et le camp principal des soldats, alors que Tobias rampait plus près à travers la boue et l'obscurité, il pouvait distinguer la forme d'un chariot de ravitaillement militaire, et à côté, une femme penchée sur quelque chose de petit et mouvant, pas une femme de soldat, cette femme portait les vêtements grossiers d'une suiveuse de camp, probablement une lavandière ou une cuisinière qui avait été forcée d'amener son enfant sur ce qui aurait dû être une simple mission. Tobias fit signe aux femmes apaches avec lui de tenir leur position pendant qu'ils se rapprochaient, à travers la pluie, il pouvait entendre les murmures désespérés de la femme alors qu'elle essayait de calmer le nourrisson en pleurs, elle était piégée entre deux forces sur le point d'entrer en collision, sans nulle part où courir et aucun moyen de protéger son enfant de ce qui venait de la maison, vint le bruit de la distraction d'Ayanna, des coups de feu, des cris, le fracas de meubles renversés. Ça marchait. À travers l'obscurité, Tobias pouvait voir des soldats se diriger vers la maison, laissant la zone de ravitaillement légèrement gardée, mais légèrement signifiait toujours 3 hommes armés qui tireraient sur tout ce qui bougeait. Il prit sa décision, se levant de son abri, Tobias marcha directement vers le chariot, son fusil tenu bas mais prêt, le garde le plus proche le repéra immédiatement levant son arme, mais Tobias cria d'une voix qui portait une autorité calme, « Doucement soldat, le lieutenant Morrison m'a envoyé pour sécuriser les civils », le mensonge lui acheta de précieuses secondes. Dans l'obscurité et le chaos, portant son manteau sombre, il pouvait passer pour un militaire à distance. Au moment où le garde réalisa son erreur, Tobias était assez proche pour que crier attire une attention qu'aucun d'eux ne voulait. « Vous n'êtes pas de l'armée » dit le soldat, mais sa voix contenait de l'incertitude plutôt que de l'alarme. « Non » convint Tobias et frappa l'homme à la tempe avec la crosse de son fusil. Le soldat tomba silencieusement dans la boue. La femme avec le bébé leva les yeux alors que Tobias approchait, la terreur brillante dans ses yeux. Elle était plus jeune qu'il ne l'avait prévu, peut-être 19 ans, avec le regard creux de quelqu'un qui avait vu trop de difficultés pour ces années. « S'il vous plaît, chuchota-t-elle, ne faites pas de mal à mon bébé, elle n'a rien fait de mal, vous non plus, dit Tobias doucement. Quel est votre nom ? Marie, Marie Hendricks,
je cuisine pour les hommes, fais leur lessive, le capitaine Morrison a dit que ce serait sûr, a dit que nous allions juste arrêter des femmes qui avaient volé des chevaux. Tobias sentit la colère brûler dans sa poitrine. Morrison avait menti à son propre peuple, transformé une cuisinière et son bébé en complices involontaires d'un meurtre. Même mort, l'homme détruisait encore des vies. Marie, je vais vous sortir d'ici, mais j'ai besoin que vous fassiez exactement ce que je dis, pouvez-vous faire ça? Elle hocha la tête frénétiquement, serrant son bébé plus près. Il va y avoir plus de tirs dans une minute. Quand ça commence, vous courez vers ce bosquet d'arbres et continuez à courir jusqu'à ce que vous ne puissiez plus entendre les fusils. Suivez le ruisseau vers l'aval, il mène à un poste de traite à environ 8 km au sud. Dites-leur que Tobias Redmond vous a envoyé, et vous, demanda-t-elle. Avant que Tobias ne puisse répondre, les gardes restants le repérèrent. L'un cria un avertissement tandis que l'autre levait son fusil, mais les femmes apaches que Tobias avait laissées en position bougeaient déjà, émergeant de l'obscurité comme des esprits vengeurs. Le combat fut bref et décisif. Ces soldats s'étaient attendus à affronter des réfugiés effrayés, pas des guerrières expérimentées qui planifiaient leur vengeance depuis des jours. En quelques minutes, la zone de ravitaillement fut sécurisée, et Marie Hendricks courait dans la nuit avec son bébé, disparaissant dans la sécurité de la tempête, mais leur victoire fut de courte durée. De la direction de la maison vint un nouveau son, pas des coups de feu, mais quelque chose de pire, le silence. Soit le groupe Diana avait gagné complètement, soit elles étaient toutes mortes, et s'élevant au-dessus de la tempête mourante, une nouvelle voix appela avec une autorité froide, ici le colonel Bradley, armée des États-Unis, vous êtes entouré par une compagnie complète de soldats, rendez-vous maintenant ou nous vous brûlerons et pendrons les survivants. Tobias sentit son sang se transformer en glace. Morrison n'avait pas été le vrai chef après tout. Quelque part dans l'obscurité, un ennemi bien plus dangereux avait observé, attendu, laissant les autres mourir pendant qu'il positionnait ses forces pour le coup de grâce. La voix du colonel Bradley portait la confiance d'un homme qui tenait toutes les cartes. À travers l'obscurité, Tobias pouvait voir des torchers se déployer en un large cercle autour de sa propriété, pas la douzaine de cavaliers qu'ils avaient affrontés à l'origine, mais ce qui ressemblait à une opération militaire complète. Morrison avait été l'appât, et ils avaient tous marché droit dans le piège. Mais alors que Tobias assimilait cette nouvelle menace, il entendit quelque chose qui changea tout, la voix d'Ayana appelant de la direction de la maison. « Tobias, nous avons le fils de Bradley ». Le silence qui suivit fut assourdissant, même la tempête sembla faire une pause comme si la nature elle-même attendait de voir comment cela se déroulerait, puis la voix de Bradley revint, mais maintenant elle portait un tremblement qui n'avait pas été là avant. « Relâchez le garçon et nous pouvons discuter. » Des termes, il n'y a pas de termes, cria Ayana en retour, seulement la justice. Vos hommes ont détruit notre village, assassiné nos familles, et pire, maintenant vous allez répondre de leurs crimes. Tobias fit son chemin de retour vers la maison, se déplaçant prudemment à travers un terrain qui était maintenant un labyrinthe de soldats et d'armes positionnés. En se rapprochant, il put voir la situation plus clairement. Le groupe d'Ayana avait effectivement gagné leur combat, mais à un coup, deux des femmes apaches gisaient immobiles dans la boue, leur sacrifice achetant aux autres une chance de survie. À l'intérieur de la maison, il trouva une scène qui aurait été impossible à imaginer une heure plus tôt. Ayana se tenait derrière un jeune homme en uniforme de lieutenant, son couteau pressé contre sa gorge. Le garçon, et il n'était guère plus qu'un garçon, avait les yeux de Bradley et la même mâchoire aristocratique, mais là où son père projetait une autorité froide, le fils ne montrait que de la terreur. Il est venu par l'arrière, expliqua Ayana calmement, pensait être malin, nous flanquant pendant que les hommes de son père attaquaient l'avant. Au lieu de cela, il s'est livré à nous. Le jeune lieutenant essaya de parler, mais la lame d'Ayana pressa plus près de sa peau, tirant une fine ligne de sang. « Quel âge as-tu » demanda Tobias au garçon. « 19 ans, vint la réponse chuchotée, le même âge que la fille de la cuisinière qui vient de courir dans la nuit parce que ton père l'a transformée en cible, le même âge que certaines des femmes que ton capitaine a assassinées. » Tobias s'approcha, étudiant le visage du garçon. « Dis-moi, lieutenant Bradley, savais-tu ce que Morrison faisait réellement à ces villages ?» Les yeux du jeune homme vacillèrent entre Tobias et Ayana, la compréhension commençant enfin à poindre. « Je pensais que nous supprimions des Indiens hostiles, père a dit que c'étaient des pilleurs, que nous protégions les colons, ton père a menti, dit Ayana doucement, nous vivions paisiblement jusqu'à ce que Morrison arrive, nous cultivions du maïs et élevions des enfants et n'embêtions personne, mais les Indiens pacifiques ne justifient pas les budgets militaires, n'est-ce pas ?